Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre présence aussi nombreux pour cette nouvelle soirée conférence de l'Agora des Savoirs. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Jérémy Foa, qui est maître de conférence habilité à diriger des recherches en histoire moderne à l'université d'Aix-Marseille, et qui est un spécialiste du XVIe siècle, et plus particulièrement de la période des guerres de religion. Alors je vais retracer rapidement votre parcours pour que tout le public comprenne de quoi on va parler, puisqu'il y a aussi une logique dans les recherches des historiens. Jérémy Foa donc a commencé sa thèse de doctorat. Elle portait sur les édits de pacification des guerres de religion, et sa thèse a été publiée en 2015 sous le titre « Le tombeau de la paix, une histoire des édits de pacification ». Jérémy Foa a ensuite publié une biographie de Catherine de Médicis, sous ce titre assez joli, hein, Catherine de Médicis, un destin plus grand que la prudence. Et puis dans la carrière universitaire, l'autre étape importante, c'est l'habilitation, la thèse d'habilitation à diriger des recherches. Et votre thèse d'habilitation a porté sur l'histoire de la Saint-Barthélemy. Donc le livre est paru en 2021 sous le titre « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy ». C'est un livre qui a été salué très largement par la presse, qui a connu un grand succès de librairie, même un très grand, hein, pour les livres d'histoire sciences humaines, les ventes en général sont assez faibles. Là, on a vraiment un beau succès de librairie. Le livre a également reçu le prix lycéen du livre d'histoire. Et le succès de ce livre s'explique par la nouvelle interprétation que vous proposez du massacre de la Saint-Barthélemy. Donc ce massacre de la nuit du 24 août 1572, et puis qui a des prolongements. Donc vous en proposez une nouvelle interprétation en montrant la proximité qui existait entre les bourreaux et leurs victimes protestantes, qui étaient des voisins, des parents. C'est-à-dire que vous avez abordé cette histoire de la Saint-Barthélemy, non plus d'un point de vue national ou d'un point de vue politique, mais au ras du sol, comme vous aimez le dire. Alors, vous êtes également un historien touche-à-tout, et ça, je crois qu'il faut le souligner parce que c'est assez rare dans le milieu universitaire. Vous avez réalisé le scénario d'une bande dessinée dans la collection Histoire dessinée de la France, avec le dessinateur Pochep, un volume qui s'intitulait Sacrée guerre, donc c'est sur les guerres de religion, de Catherine de Médicis à Henri IV, paru en 2020 aux éditions La Découverte. Vous animez également une émission de radio à Marseille, consacrée à l'histoire, aux sciences sociales, sous le titre Anachronique. Et puis vous avez adapté, avec Antoine Gouritin, votre livre sur la Saint-Barthélemy en une série de podcasts intitulé Les voix de la Saint-Barthélemy, un podcast donc que vous retrouver facilement sur Internet. Et aujourd'hui, vous êtes là pour présenter donc votre dernier ouvrage aux éditions du Seuil, un ouvrage que vous pourrez vous procurer à la sortie grâce à la librairie Sauran. Un livre qui s'appelle Survivre, Survivre, une histoire des guerres de religion. Alors ma première question, pour lancer le débat, c'est plutôt une question de méthode. Parce que finalement, dans ce livre, on retrouve ce qui a fait l'originalité de votre travail sur la Saint-Barthélemy. C'est-à-dire une histoire au ras du sol. Alors, pouvez-vous nous expliquer, nous décrire votre méthode, les grandes lignes de la méthode Foa ? Oui, merci pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, ce que j'essaie de faire dans mes différents livres, c'est de renoncer à une histoire qui s'écrirait uniquement du point de vue des grands de ce monde. C'est-à-dire, alors les grands du monde au XVIe siècle, eh bien, c'est la reine-mère Catherine de Médicis, dont vous avez tous et toutes entendu parler, son fils le roi Charles IX, et puis les frères régnants de Charles IX, notamment Henri III, et puis après Henri IV qui lui succède, qui n'est pas du tout son frère. Et donc il y a toujours d'ailleurs un tropisme en histoire qui est d'écrire l'histoire
des grands de ce monde, des puissants, des gens importants. Et l'histoire des guerres de religion, entre 1562 et 1598, elle était à mes yeux victime de cet angle-là. C'est-à-dire on a énormément publié sur ce sujet, sur le massacre de la Saint-Barthélemy. On a publié des milliers de livres. Mais les focales de ces livres étaient principalement sur qui sont les aristocrates, les grands qui ont été victimes de ce massacre, et puis de l'autre côté, qui sont les grands commanditaires. Donc toujours finalement une histoire qui avait été écrite vue du ciel, qui s'intéressait aux grands, aux puissants, aux prestigieux, aux nobles. Bon. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il est possible d'écrire cette histoire vue d'en bas, une histoire des victimes anonymes du massacre. Le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est quand même 3000 morts à Paris et 10 000 morts en tout en France. Et la plupart des livres disaient, voilà, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est l'amiral de Coligny, le principal chef militaire protestant, et puis 3000 morts à Paris, et puis 10 000 morts en France. Et voilà, un de mes désirs dans ce premier livre, c'était d'essayer, donc ça explique le sous-titre, le sous-titre c'est Visage du massacre de la Saint-Barthélemy, d'essayer de retrouver un certain nombre de noms. Alors évidemment, j'ai pas retrouvé les 3000 noms, vous imaginez bien que la documentation au XVIe siècle est relativement fragile, mais j'ai retrouvé quelques centaines de noms, des petits, des menuisiers, des orfèvres, voilà, des victimes, et voilà. Et j'ai voulu écrire cette histoire des petites gens dans un grand événement qui les avait toujours ignorés. Et puis j'ai voulu aussi écrire l'histoire des petites mains du massacre. C'est-à-dire que en partant de ce principe que Catherine de Médicis, la reine-mère, Charles IX, le roi de France au moment de ce massacre, n'était certainement pas descendu dans la rue pour égorger les protestants, pour égorger 3000 protestants à Paris et puis 7000 protestants dans le reste de la France. Ce que je voulais écrire dans le livre précédent, c'était vraiment une histoire des petites mains qui avaient du sang sur les mains, qui avaient commis, les yeux dans les yeux, au ras du sol, ce genre de violence. Et j'ai retrouvé les noms de une quinzaine de tueurs pour le massacre de la Saint-Barthélemy. Et dans ce dernier livre, donc Survivre, qui porte non plus seulement sur un événement ponctuel comme le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, mais sur à peu près 40 années qui voient la France s'entre-déchirer entre protestants et catholiques. Entre 1560 et 1600, on a à peu près 40 années de guerre civile. Eh bien, de la même manière, ces guerres civiles qui avaient été beaucoup racontées par les historiens, elles avaient été racontées du point de vue des champs de bataille, du point de vue assez anonyme des institutions, du point de vue anonyme des grands. Voilà. Eh bien, j'ai voulu, ici encore, renverser la focale et de comprendre très concrètement comment, au ras du sol, qu'est-ce que ça fait de vivre dans un monde où votre voisin peut vous dénoncer, où votre femme ou votre mari peuvent décider d'être d'une autre religion que la vôtre et vous trahir dans votre sommeil. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un voisin avec qui jusqu'à présent vous entendiez bien et qui peut décider de venir frapper à la porte et vous assassiner? C'est finalement le livre que j'ai écrit, c'est une histoire de la peur au ras du sol. Pas les grandes peurs qui vont habiter les théologiens ou les grands de ce monde, mais essayer de placer ma caméra au niveau d'un acteur lambda dans les rues de Montpellier ou de Paris ou de Lyon ou de Bordeaux et de voir quelles sont les compétences de ces personnes qui doivent survivre dans un contexte de très grande hostilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour mentir, tout simplement. Si on croise un voisin qui est radicalement hostile, comment on va lui mentir? Comment est-ce qu'on va se déguiser? Comment est-ce qu'on va fuir? Voilà, tous ces genres de petites tactiques et problèmes du survivant, j'ai voulu les écrire au ras du sol. Alors, le sous-titre de votre dernier livre, c'est « Une histoire des guerres de religion ». Mais à la lecture du livre, moi j'ai été assez étonné de voir que finalement cette appellation de guerre de religion, vous la mettez à distance, vous l'utilisez très peu,
et vous préférez parler de guerre civile, et même, vous utilisez surtout l'expression grecque de stasis. Alors, quelle est votre intention dans ces choix pour nommer ces événements ? Oui, alors, vous savez que les historiens, vous le savez bien, on est souvent prisonnier de chrononymes. Alors, les chrononymes, c'est la façon dont on baptise les époques sur lesquelles on travaille. Hein. Donc, guerre de religion, c'est un chrononyme. Révolution française, c'est un chrononyme. La Reconquista, c'est un chrononyme. Et il se trouve que le chrononyme guerre de religion n'est absolument pas du XVIe siècle. C'est-à-dire que les hommes et les femmes du XVIe siècle ne parlaient pas du tout de guerre de religion. Guerre de religion, c'est une appellation qui est née surtout au XIXe siècle, par Michelet, dans un contexte très spécifique, qui est le contexte de la lutte des républicains contre le catholicisme en France. Et quand Michelet, historien républicain, dit guerre de religion, c'est une façon pour lui de dire voilà ce que la religion fait au pays. Voilà ce que la religion fait à la société. Donc pour moi, guerre de religion a beaucoup de défauts. Alors si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé, mais voilà, vous pouvez discuter avec un éditeur ou même avec un libraire. Eh bien, c'est des gens qui vous disent non, il faut des étiquettes pour que les lecteurs comprennent. Alors on est obligé à la fois de lutter contre ces étiquettes dans le fond du propos, et puis de les remettre sur la couverture parce que voilà, guerre de religion, les gens savent de quoi on parle. Alors pourquoi est-ce que je préfère d'autres termes ? Alors, la première raison, c'est qu'effectivement, les contemporains ne parlaient pas de guerre de religion. De quoi ils parlaient ? Ils parlaient de guerre civile, en référence aux guerres grecques, aux guerres de l'Antiquité grecque, que des auteurs comme Thucydide, par exemple, nommaient stasis, la guerre civile. Guerre entre membres d'une même communauté. Et les contemporains ont énormément relu les auteurs grecs pour essayer de penser leur temps. Ils ne parlaient pas de guerre de religion, mais de stasis, ou alors, ceux qui n'avaient pas lu Thucydide, et ils étaient très nombreux au XVIe siècle, utilisaient un mot beaucoup plus général, que moi j'aime beaucoup, qui est le mot de trouble. Voilà. Montaigne, par exemple, dit « nous sommes en trouble ». Et je pense que le terme de trouble est beaucoup plus parlant que le terme guerre de religion, car ça permet de distinguer toute une série de troubles, de problèmes, dont les contemporains avaient conscience. Alors bien sûr qu'il y a des problèmes religieux. Bien sûr que la France du XVIe siècle est traversée par un conflit entre les protestants et les catholiques, puis entre les ligueurs et les royalistes. Donc évidemment, ces guerres ont une âme religieuse. Mais parler uniquement de guerre de religion, c'est oublier que derrière ces motivations religieuses, eh bien, il y a toute une série de troubles qui ne sont pas d'ordre religieux. Il va y avoir des rivalités entre voisins. Il va y avoir des conflits de génération. On sait que les jeunes hommes, notamment, vont être séduits par le protestantisme plus que leur père. Donc, il y a là des affaires de religion, et il y a aussi des affaires économiques, il y a des rivalités entre villes. Donc, tout ceci m'intéressait. C'est pour ça que, pour penser cette période où finalement les Français s'en sont pris à leurs voisins, à leurs fils, à leurs femmes, à leurs cousins, eh bien, j'ai essayé de pas tellement utiliser ce vocable guerre de religion qui focalise l'attention sur la dimension religieuse pour essayer de mettre en avant toute une série d'autres logiques qui peuvent voir les Français et les Françaises s'opposer les uns aux autres. Alors les guerres de religion, donc ça, on le sait, elles opposent catholiques et protestants, mais vous montrez aussi que ce sont des guerres plus complexes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous préciser quels sont finalement les différents partis en présence, parce que les catholiques eux-mêmes ont peur, entre eux, ils se divisent, et quels sont les enjeux finalement de ces querelles? Oui, alors, on pourrait y passer la nuit si on voulait évoquer tous les partis qui se sont affrontés. Donc, je vais vraiment synthétiser à coups de hache. Dans un premier temps, les Français qui s'affrontent, ce sont les protestants contre les catholiques. Ça, c'est vraiment entre, disons, 1560 et en gros 1584. Donc les 20 premières années des guerres de religion, l'affrontement principal, il est entre les protestants et les catholiques. Les protestants dans le royaume de France, c'est 10% du royaume de France. Donc vous voyez, c'est une grosse minorité. 10% du royaume de France, ça représente à peu près 2 millions d'habitants.
Il y a 20 millions de Français, 2 millions de protestants, 18 millions de catholiques. Mais vous voyez, 10%, ça commence à être une minorité qui compte. Et c'est très inégalement réparti sur le territoire. On a des villes comme Paris, par exemple, où il y a très peu de protestants. On a des villes, à l'inverse, comme La Rochelle, où il y a énormément de protestants, ou même Montpellier, où en 1560, Montpellier est une ville très protestante, et même les protestants dominent la ville, au moins en 1562. Ce premier affrontement entre protestants et catholiques, qui est pas simplement un affrontement entre armées, entre puissances, c'est un affrontement qui va se décliner dans des quartiers, vraiment. Au ras du sol, on va avoir des quartiers protestants, des quartiers catholiques, des maisons protestantes, des maisons catholiques, des villes catholiques, des villes protestantes, et tout ceci va se décliner en à la fois des grandes batailles en dehors des villes, et puis dans la ville, des affrontements, des disputes, des rixes, des massacres. Alors il n'y a pas de massacre à Montpellier, mais il y a des massacres un peu partout en France. Bon. Ce premier type d'affrontement, jusqu'en à peu près 1584, l'apogée de cet affrontement, c'est bien sûr le massacre de la Saint-Barthélemy en 72. Il va, bien sûr, se poursuivre tout au long des guerres de religion, mais il va encore se dédoubler par un affrontement plus complexe, qui va être l'affrontement entre les ligueurs et les royalistes. À partir de 1584, c'est la mort du duc d'Alençon. Le duc d'Alençon, c'était le dernier frère d'Henri III. Henri III n'a pas d'enfant. Quand le duc d'Alençon, le dernier frère vivant d'Henri III, meurt, la France se trouve confrontée à un énorme problème de succession. Vous savez qu'en France, il y a une loi fondamentale à laquelle personne ne peut déroger, qu'on appelle la loi salique. Et la loi salique, elle dit que les femmes ne peuvent pas régner et que les femmes ne peuvent pas transmettre la couronne. À partir de ce moment-là, ça, d'héritier en héritier, ça déclenche une sorte de catastrophe parce qu'on est obligé de remonter jusqu'au XIIIe siècle pour trouver quelqu'un qui descend directement d'un roi de France, en l'occurrence de Saint-Louis, et ce quelqu'un, donc on remonte jusqu'au XIIIe siècle, ce quelqu'un sur qui tombe la couronne, eh bien, c'est Henri de Navarre. Et Henri de Navarre, il a un petit défaut en 1584, c'est-à-dire qu'il va d'ailleurs un défaut qui va avoir longtemps, un défaut entre guillemets bien sûr, c'est, vous le savez, il est protestant. À partir de ce moment-là, le conflit protestant-catholique va se complexifier. On va avoir des catholiques qui vont accepter de soutenir un roi même s'il est protestant. D'accord, on va les appeler les royalistes. Donc, dans les royalistes, on va avoir des protestants modérés et des catholiques modérés qui vont accepter d'avoir un roi, fût-il protestant, parce que c'est la légitimité du sang qui fait le roi et pas la religion. Et puis de l'autre côté, on va avoir un groupe de catholiques zélés ou radicaux qu'on va appeler les ligueurs et qui, eux, vont tout faire pour ne pas voir un hérétique, puisque c'est le cas, monter sur le trône de France et qui vont essayer de trouver des solutions, par exemple du côté du royaume d'Espagne, puisque vous savez que la fille de Catherine de Médicis avait épousé Philippe II, donc il y a une forme de légitimité. Pourquoi ne pas transmettre la couronne au roi d'Espagne, qui lui est un bon catholique? Donc là, il va y avoir un autre conflit entre ceux qui considèrent qu'il est inimaginable d'avoir un roi hérétique, un roi protestant, et ceux qui considèrent soit que c'est souhaitable dans le cas des protestants, soit que c'est envisageable dans le cas des catholiques modérés. Non. Vous savez qu'à la fin de cette histoire, c'est Henri de Navarre, Henri IV, qui à partir de 1589 monte sur le trône de France. Mais vous savez aussi qu'en réalité, il n'arrivera jamais à conquérir le royaume en tant que protestant. Et qu'il devra, en 1593, abjurer le protestantisme pour devenir véritablement roi de France. Voilà en gros les divisions principales, et puis bien sûr localement elles se subdivisent en toute une série d'oppositions que je vais vous épargner ce soir. Oui, mais ça me paraissait important de le dire parce que on comprend encore mieux les dimensions de guerre civile, qui est pas seulement donc entre catholiques et protestants, mais à l'intérieur même des deux camps. Et donc l'objet de votre livre, c'est justement d'étudier les stratégies de dissimulation. Alors, avant de rentrer dans le fond de votre livre, est-ce que vous pouvez nous dire comment un historien peut justement étudier cette zone grise, finalement, où tout le monde se cache, où tout le monde ment, quelles sources on utilise, comment est-ce qu'on fait?
Alors évidemment, travailler sur les mensonges et travailler sur les déguisements, quand on est historien, et surtout historien du XVIe siècle, c'est très difficile, car en réalité, les sources sur lesquelles on travaille sont par nature biaisées. J'essaie de vous expliquer pourquoi. Un mensonge qui passe sans être aperçu, un déguisement réussi, eh bien ça ne laisse aucune trace. C'est-à-dire que, et les historiens, vous savez, on travaille sur des traces. Or, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui va laisser une trace? Eh bien, c'est les mensonges dont on s'est rendu compte, donc finalement les mauvais mensonges, et les déguisements dont on s'est aperçu, c'est-à-dire les mauvais déguisements. Alors oui, j'ai un énorme biais dans mon corpus, mais voilà, c'est comme ça, c'est tout ce que j'ai. Il est probable qu'une grande partie des mensonges qui ont été proférés au XVIe siècle, une grande partie des déguisements qui ont été employés, je ne puisse pas travailler dessus dans la mesure où j'ai aucune source. Alors après, sur quoi je travaille? Eh bien, je travaille sur toute une série de chroniqueurs dans plein de villes, c'est le cas à Montpellier, mais c'est le cas aussi à Troyes ou à Bordeaux. Des Français lambda ont pris la plume pour raconter ce qui s'était passé dans leur ville. Je vous donne juste un exemple, c'est Montaigne, que vous connaissez. Montaigne, il écrit ses essais au cœur des guerres de religion. Les essais de Montaigne, il les écrit entre 1572 et 1592. Et bien Montaigne, dans un de ses essais, raconte cette histoire qu'il voyage de Bordeaux à Paris avec un compagnon de route. Et son compagnon de route prétend qu'il est catholique. Donc Montaigne ne se méfie pas. Non seulement il prétend, il dit à Montaigne qu'il est catholique. On est dans une région catholique et il va vers une ville très catholique, en l'occurrence Paris. Donc ce compagnon de route a tout intérêt à se prétendre catholique. Donc il se dit catholique dans les mots, il se déguise en catholique, c'est-à-dire qu'il a mis des croix partout, des chapelets, il en fait des tonnes et des tonnes. Bon. Et ça marche, c'est-à-dire que dans un premier temps ça marche. Montaigne voyage avec lui, Montaigne qui est catholique, Montaigne accepte de voyager avec ce compagnon de route. Alors comment est-ce qu'on connaît cette histoire? Eh bien on connaît cette histoire parce que précisément elle a échoué. Et comment Montaigne nous raconte cette histoire? C'est une très belle, c'est pas pour la personne qui a été démasquée, mais pour l'historien, oui, c'est une très belle histoire. Montaigne raconte que son compagnon de route, chaque fois qu'il croise des soldats, ou chaque fois qu'il croise un corps de garde, et vous savez que dans la France des guerres civiles, des corps de garde, il y en a partout. On se fait arrêter tout le temps. Dans toutes les guerres civiles, c'est comme ça. Il y a des checkpoints absolument partout. Eh bien, son compagnon de route se met à trembler. Alors, qu'est-ce qui va trahir ce compagnon, cet imposteur? C'est la peur. Oui, ici, pour moi, c'est une anecdote, et donc il finit par se faire démasquer parce que, alors que son déguisement est très bien, son mensonge est très bon, je suis un bon catholique, ce sont ses émotions intérieures qui le trahissent. Qu'est-ce que nous dit Montaigne dans cette anecdote? Et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Comment est-ce qu'on survit à ce genre d'interaction hostile? Eh bien, on survit en maîtrisant ses émotions, en devenant un expert du déguisement et un expert du mensonge. Si vous voulez survivre, apprenez à ne pas bégayer, à ne pas rougir, à ne pas pâlir, à ne pas trembler en situation hostile. Alors c'est assez facile à dire quand on étudie ça 400 ans après les faits. Imaginez, vous êtes un protestant ou un catholique caché dans une ville hostile et l'enjeu, c'est de faire croire à votre interlocuteur, à la fois à votre déguisement et à votre mensonge. Donc, je travaille sur toutes ces petites histoires racontées par les uns et les autres. C'est tout un fragment de sources que j'ai pu trouver ici ou là sur ces interactions ordinaires entre Français où on se déguise. Alors, je peux peut-être donner une deuxième anecdote, si on a le temps. Et c'est encore l'histoire d'un fiasco. Vous avez compris que voilà, ça c'est le biais, c'est que les historiens travaillent sur les fiascos. Vous savez que c'était Georges Perec qui disait ça. Les trains n'existent que quand ils déraillent. Et c'est très vrai. Vous savez, un train qui déraille, voilà, ça va produire une masse d'archives, tandis qu'un train qui arrive à l'heure, 400 ans après, il n'y a plus rien à dire. Il y a aucune source, il y a aucun journaliste qui s'est déplacé. Donc, moi, je travaille malheureusement sur les fiascos, sur les déguisements, sur les mensonges ratés. Parce qu'un mensonge qui passe inaperçu, voilà, 400 ans après, il reste rien. Je vous raconte un autre mensonge. Ça se passe dans le nord de la France, à Laon.
en 1589, ce sont des protestants qui se déguisent pour rentrer dans la ville. Ils se déguisent pour rentrer dans la ville. Et en quoi on se déguise pour rentrer dans une ville? Donc des protestants qui se déguisent pour rentrer dans une ville catholique. Les villes se sont absolument claquemurées, elles ont fermé leurs portes et on ne laisse pas rentrer les protestants quand on est une ville catholique, ça va de soi. Les villes ont un point faible, c'est que, c'est encore le cas aujourd'hui, elles ne sont pas autosuffisantes. Elles ne produisent pas leur nourriture. Elles doivent donc, à un moment ou à un autre, laisser rentrer de la nourriture. C'est le point faible dont profitent ces protestants. En quoi est-ce qu'on se déguise massivement pendant les guerres de religion? On se déguise en paysans. Et donc, ces protestants, qui sont des officiers, qui ne sont pas du tout des paysans, vont mettre une longue robe de paysans, vont trouver un sac dans lequel ils vont mettre plein de fèves, et ils vont réussir à rentrer dans la ville avec ce stratagème. Nous sommes des paysans, nous venons au marché vendre non, c'est pas les fèves, c'est les cerises. Pardon, des cerises. C'est le temps des cerises. Ils rentrent dans la ville. Donc là, leur stratagème a réussi. Et s'il avait vraiment réussi, je pourrais absolument pas vous le raconter. Mais premier problème qui commence à alerter les femmes qui achètent au marché, bien sûr, ce ne sont que des femmes, ils ne vendent pas les cerises au bon prix. Ils les vendent à trop bas prix. Alors, ce sont des soldats qui avaient un bon déguisement, qui avaient un bon mensonge, mais voilà, les soldats, ça connaît pas le prix des cerises. Les paysans, ça connaît le prix des cerises. Donc, il commence à y avoir un attroupement autour de ces protestants qui commencent à dire, oula, on a fait quelque chose de... Les femmes se rapprochent, et évidemment, un autre détail, et ça revient dans de très nombreuses chroniques, vous vous déguisez en paysan, vous mettez une robe, vous feignez un mauvais accent, mais qu'est-ce qui trahit? Les mains. Et bien sûr, les femmes s'approchent et ces hommes ont les mains trop blanches et les conspirateurs sont tous pendus. Vous voyez, je travaille sur ce genre. Alors ça, c'est une interaction bien sûr extrême, mais au quotidien, il va falloir mentir. On est dans un monde où les gens mentent, se déguisent, promettent, voilà, ruse. Et c'est ce monde de la ruse qui m'a beaucoup intéressé parce que finalement, ces guerres de religion, on les avait beaucoup étudiées du point de vue de la violence. Et que voilà, effectivement, c'est un moment de violence. Mais ce qui m'intéresse ici dans ces interactions, c'est que ceux qui s'en sortent ne sont pas forcément les plus forts. Ceux qui s'en sortent, ce sont les plus rusés, ce sont les plus habiles, ceux qui ont appris à mentir, à se déguiser, à imiter des faux accents, à faire le signe de croix, etc., etc. Et donc, il y a des épreuves qui sont des épreuves de ruse et pas seulement des épreuves de force. Et c'est ça dont j'ai essayé de parler dans mon livre. Alors ces exemples-là sont très significatifs. Ils nous permettent de bien voir finalement l'objet de votre travail. Vous avez essayé d'appréhender finalement les différents aspects de la survie ou de la guerre aussi, puisque là vous montrez bien aussi finalement toutes les techniques de cheval de Troie qu'on utilise. Donc comme par exemple ces paysans, ces faux paysans. Qui sont en réalité des soldats. Donc vous montrez tous les aspects de la dissimulation et ce qui va avec, c'est bien sûr la suspicion généralisée, voire la condamnation. Alors là, vous l'avez dit, ces soldats ont été découverts et donc exécutés. Mais il y a aussi, on s'en doute, des erreurs d'identification. Des ennemis qu'on a pris pour des ennemis, alors qu'en fait ils ne le sont pas. Est-ce qu'on trouve dans les chroniques des réflexions sur ces morts par erreur, sur ces dommages collatéraux? Est-ce qu'on trouve des remords, par exemple, sur des gens finalement on a condamnés pour de mauvaises raisons dans cette suspicion généralisée? Alors effectivement, le bon terme, c'est ça, c'est suspicion généralisée. Et alors dans les chroniques, on trouve, en tout cas, j'en ai pas trouvé de remords. Pourtant, vous avez raison, il y a forcément dû y avoir des erreurs de personnes, ou plutôt. En réalité, parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'erreurs de personnes, mais des contemporains qui vont profiter des conflits ou profiter d'un massacre par exemple ou profiter d'une dispute pour se débarrasser
d'un adversaire ou se débarrasser d'un vieux mari qu'on n'aime plus ou d'une femme dont on ne veut plus sous prétexte de religion. Donc c'est pas vraiment des erreurs, mais on retrouve un certain nombre de stratégies, voilà, par lesquelles voilà, les Français ont profité des troubles. Alors, c'est pas majeur, hein, les motivations majeures restent des motivations de religion, mais j'ai par exemple au cœur du massacre de la Saint-Barthélemy une femme, son mari est protestant, son mari est âgé, elle est catholique, et il est découvert, il sort dans la ville, il finit par réussir à retourner chez sa femme. Il est nu parce qu'il a été dépouillé par des massacreurs, et sa femme refuse de lui ouvrir la porte. Voilà. Donc là, elle le reconnaît très bien. C'est pas une erreur, hein, c'est vraiment intentionnel. Elle lui ferme la porte et le pauvre homme finit le matin massacré par les voisins. Alors là, on a parlé de toutes les stratégies mises en œuvre par les individus pour survivre ou pour se déguiser. Mais en fait, ça, ce n'est que la première partie de votre livre, qui en compte 4. Et vous intéressez au-delà, ça se lit très bien, très facilement, au-delà des individus, vous intéressez aussi finalement à tous les aspects de la vie qui sont transformés par cette dissimulation. Alors par exemple, votre seconde partie s'intéresse aux espaces. Comment se passe le contrôle de la rue, le contrôle des espaces en ces temps de guerre civile? Oui, c'est ça. Le livre est divisé en 4 parties, hein, sur les doutes qu'il faut avoir pour survivre. Alors le premier doute dont on vient de parler, c'est le doute sur les personnes. Hein. Il faut douter de l'identité des personnes parce que, vous avez vu, on a plein de raisons de douter, parce que les gens mentent, donc il faut exercer son doute, ne pas croire, ne pas être indifférent aux passants qui s'avancent. Vous voyez ce que ça veut dire, hein, quand même, je fais une toute petite pause là-dessus, pour ce que ça signifie quand on vit dans une grande ville, que de douter systématiquement du passant, que d'exiger du passant qu'il dévoile ses appartenances politico-religieuses. Car c'est ça, hein, pour survivre, il faut exiger des personnes qu'elles disent ce qu'elles croient. Imaginez que chacune de vos interactions dans une grande ville, hein, vous êtes, pour une grande partie d'entre vous, des citadins, vous exigiez de votre boulanger, de votre boucher, de votre voisin, du passant qui s'avance, de votre voisin de gauche ou de voisin de droite, qu'il vous dise qu'il est protestant ou catholique. Vous imaginez le niveau de paranoïa que ça implique. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont même posé la question ce soir en s'asseyant, est-ce que mon voisin de gauche est protestant? Est-ce que mon voisin de droite est catholique? Je vous souhaite que vous ne vous soyez même pas posé la question, parce que l'expérience d'un citadin en contexte de paix, qui est la nôtre, hein, c'est que peu importe votre expérience, c'est que vous allez vous asseoir à côté d'un inconnu, et que peu importe la religion de cet inconnu, ce soir vous allez rentrer chez vous. C'est ça votre expérience. L'expérience dans un monde en guerre civile, c'est qu'il faut savoir. Il faut savoir. Hein. Bon. Alors c'est ça, hein, le doute, ça sert à survivre. Alors il faut savoir qui s'avance. L'indifférence meurt avec la guerre civile. Le droit à l'indifférence meurt avec la guerre civile. Le deuxième doute, et là je réponds à votre question, c'est de quel côté est cette maison, ce quartier, cette rue. Et donc ce sont des doutes sur les espaces qu'on traverse. Ce soir, quand vous êtes venu ici, je pense, en tout cas je souhaite que vous ne vous soyez pas là poser la question sur est-ce que la rue que je traverse, est-ce que la porte que je pousse, est-ce que la maison que je vois est une maison catholique ou protestante. Vous posez pas la question parce que votre expérience, c'est que peu importe l'identité religieuse ou politique du quartier que vous traversez. Au temps des guerres de religion, il est décisif d'apprendre à guetter sur les façades, par exemple, des indices qui vont vous mettre sur la piste. Si vous voyez une croix gigantesque, si vous voyez un militant catholique à l'entrée du quartier et que vous êtes protestant, eh bien très vite vous apprenez que vaut mieux faire un détour. Donc apprendre à survivre dans ce monde-là, eh bien c'est apprendre à lire les signes dans l'espace. Alors il y a des signes qui sont évidents, hein, des croix, ou dans certains quartiers protestants, il y a des temples qui vont dire aux catholiques qu'il vaut mieux passer par l'autre rue, survivre. Mais des fois, il y a des indices qui sont beaucoup plus invisibles. Et il y a même des indices qui sont faits pour n'être reconnus que par ceux qui savent qu'il y a un indice.
Par exemple, à Rouen, les catholiques vont se reconnaître les uns des autres en mettant à leurs fenêtres des petites poupées. Ce qui fait qu'au moment de la prise de la ville, ceux qui complotent, les comploteurs, sauront qu'il faut épargner les habitants qui ont mis une petite poupée à leur fenêtre. Mais spontanément, si vous passez et que vous voyez une poupée à la fenêtre, vous vous méfiez pas. Donc survivre dans ce monde, c'est apprendre à connaître les qualités de l'espace urbain et à lire sur les façades, dans les quartiers, les marques. Ou évidemment, l'autre chose qu'il faut apprendre très vite, c'est surtout, si vous êtes une minorité, apprendre à faire disparaître les signes qui vont vous trahir. C'est-à-dire que d'un côté, il faut produire des marques. Si vous êtes par exemple en majorité dans votre quartier, les quartiers catholiques, vont inciter les habitants à exhiber leurs appartenances religieuses. Inversement, si vous êtes un protestant dans un quartier à domination catholique, tout le travail du survivant, c'est de dissimuler, faire disparaître tout ce qui peut vous trahir. On est dans un monde où les habitants ont une angoisse de la marque. C'est-à-dire que j'ai par exemple trouvé une enquête à Toulouse en 1562, c'est des bonnes catholiques qui se réveillent un matin et elles se rendent compte que toutes leurs maisons ont été marquées d'une croix blanche. Et donc elles vont se plaindre à la mairie en disant « Les protestants ont comploté pour nous assassiner et pour nous reconnaître, pour nous distinguer de nos voisins et nos voisines protestantes, ils ont mis sur nos portes des croix qui nous destinaient à la mise à mort. » Alors c'est un fantasme, c'est pas une histoire qui a vraiment eu lieu. Vous savez qu'au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, il y a aussi une légende qui dit que les portes des protestants ont été marquées d'une croix blanche. Peu importe finalement que ces histoires soient vraies ou non. Ce qui importe, c'est la peur des contemporains d'être trahis par ce genre de marque extérieure. Donc tout l'enjeu dans ces espaces, c'est à la fois d'apprendre à marquer quand il faut marquer, et puis à faire disparaître les signes au bon moment. Évidemment, c'est pas évident, parce que en fonction du contexte, il faut apprendre soit à exhiber les signes, soit à invisibiliser les signes. Et donc c'est vraiment un jeu de va-et-vient entre ce que vous montrez, ce que vous cachez, ce que vous comprenez de la personne qui est en face de vous. Je comprends que probablement c'est un ligueur, donc je vais sortir mon écharpe. Alors on a toute une série d'exemples, par exemple à Paris, de gens qui circulent entre Paris et Saint-Denis et qui, en fonction des contextes, sortent leur écharpe blanche de royalistes, ou alors la cachent en fonction du contexte. C'est un jeu, mais si vous êtes fouillé et qu'en dessous de votre costume on voit une écharpe blanche, c'est la preuve que vous cherchez à dissimuler votre identité. Alors pour rendre tous vos auditeurs et vos auditrices ce soir encore plus paranoïaques, on passe à la troisième partie, c'est-à-dire que vous étudiez là tous les objets du quotidien. Alors là, c'est vrai qu'on est effaré parce que n'importe quel objet peut être accusatoire, peut être une preuve d'hérésie. Oui, je peux vous donner juste un exemple, mais il y en a beaucoup. Si en période de carême, à Paris, en période de carême, on trouve chez vous un morceau de lard, un morceau de jambon, et que vous êtes dénoncé par vos voisins, et que les miliciens rentrent chez vous et trouvent dans vos placards du jambon, vous pouvez être jeté en prison, car il est évidemment obligatoire de faire maigre en période de carême. Donc vous voyez ici, les marques qu'il s'agit de faire disparaître, elles sont infinies. Bien sûr, il faut faire disparaître vos livres de Calvin. C'est pas une bonne idée d'avoir des livres de Calvin quand vous êtes à Paris en 1569, mais ça c'est évident. En revanche, faire disparaître toutes les traces de jambon, parce que les voisins peuvent débarquer et voir que vous avez mangé du jambon en période de carême, et vous savez que les protestants refusent de faire maigre en période de carême, et ça signe le protestant. Ce qui fait que toute une série d'objets qui sont des objets anodins en période de paix deviennent potentiellement des signes d'identification, des choses qui peuvent vous trahir vos appartenances. C'est-à-dire que dans la mesure où les personnes mentent sans cesse,
passent leur temps à dire je suis protestant, je suis catholique, je suis ligueur. Et même survivre, c'est ça. Hein. Survivre, c'est apprendre à vos enfants à mentir au temps des guerres de religion. Je sais pas ce que vous apprenez à vos enfants, mais en général, on n'apprend pas aux enfants à mentir. Au temps des guerres de religion, c'est un bon conseil à donner à vos enfants. Mens. Comme les gens mentent, eh bien, on va chercher des choses qui ne mentent pas. Et, vous voyez, précisément, ce qui ne ment pas, ce sont les choses. Les choses, si on trouve sur vous, là je vais vous donner le morceau de jambon, mais il y a plein de choses. Ce qui fait que la troisième partie du livre s'intéresse aux objets qui vont être pris dans la guerre civile, qui vont servir à trahir ou à indiquer votre appartenance religieuse, ou alors, pire encore, et peut-être qu'on va y venir, les objets qui servent à tuer, à assassiner, à dissimuler une mise à mort future. Oui, on voit là toute l'ambivalence, en fait, des objets, des signes, comme vous l'avez bien dit, aussi bien au niveau des individus finalement qu'au niveau de la vie quotidienne. Alors comme l'heure avance, on va dire un mot de la quatrième partie. Là, vous vous intéressez au langage. Alors, c'est évident, vous l'avez dit, en temps de guerre civile, le langage sert à mentir, mais ce n'est pas là-dessus que vous vous appesantissez. Vous montrez que le langage est aussi un instrument de stigmatisation, d'euphémisation. Est-ce qu'on peut dire que pendant les guerres de religion, les mots ont servi à tuer ? Oui, c'est sûr que, comme dans d'ailleurs toutes les guerres civiles et tous les génocides et toutes les épurations ethniques, les mots servent à tuer. Alors je vous donne juste un exemple, mais il y en a beaucoup. Hein, donc ça, c'est une partie du livre qui s'intéresse à ce que les mots font à la guerre civile. Mais je m'intéresse aussi à l'autre question qui est ce que la guerre civile fait aux mots. Mais ici, pour répondre à votre question, qu'est-ce que les mots permettent ? Sur la couverture du livre, vous verrez, sur la couverture du livre, vous voyez, c'est un livre de propagande catholique qui représente les protestants sous forme animale. Les protestants ici ont des visages de singes. Alors pourquoi est-ce que et d'ailleurs ça s'appuie sur une étymologie qui est tout à fait fantaisiste, hein, mais qui existait au XVIe siècle, qui dit que huguenot, ça vient de guenon, d'où guenon, d'où singe. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça et pourquoi est-ce que c'est important pour les mots ? À quoi servent les mots ? Eh bien, un procédé qu'on retrouve dans tous les génocides, dans l'antichambre de tous les génocides et de toutes les tueries et de toutes les mises à mort, un procédé par le langage d'animalisation de l'ennemi. À longueur de sermons, notamment, les prédicateurs catholiques vont comparer les protestants à des chiens, à des rats, à des cafards, à des vipères. Donc les mots, ces métaphores ou ces comparaisons, progressivement, ils vont s'infiltrer dans la conscience des futurs tueurs. Et vous comprenez comment il est plus facile de tuer quelqu'un qui n'est pas quelqu'un, de tuer un adversaire qu'on considère à longueur de métaphore comme un cafard. Il est plus facile d'écraser un cafard que de tuer un être humain. C'est pas facile, même au XVIe siècle, de tuer un être humain. En revanche, quand le langage fait écran entre ce que vous voyez et ce que vous pensez, vous voyez un être humain, mais le langage vous a appris à croire que ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas un être humain, en réalité c'est un chien. Eh bien, vous voyez ici que le langage va faciliter la mise à mort, en l'occurrence des huguenots. Mais il y a d'autres stratégies, hein. Par exemple à Rouen, au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, les massacreurs vont utiliser, et ça aussi on le rencontre par exemple dans la langue nazie, des stratégies d'euphémisation des mots de la violence. Les tueurs vont très rarement employer le terme massacré pour désigner ce qu'ils font pourtant, massacrer, mais ils vont utiliser par exemple le mot accommodé. Au moment de donner un suspect à quelqu'un pour l'envoyer tuer, les tueurs disaient tiens, accommode-le celui-là. Ils utilisaient le mot accommodé ou le mot dépêché. Accommodé, c'est le vocabulaire des sauces. Et vous voyez ici comment les mots
vont permettre aux tueurs de perpétrer leur macabre besogne sans avoir la culpabilité qui va être charriée par le mot massacrer. C'est dur d'entendre massacrer. En revanche, tiens, accommode-le celui-là. Bon, eh bien, ça va finalement un petit peu atténuer, anesthésier dans l'esprit du tueur la réalité de ce qu'il est en train de faire. L'autre intérêt, bien sûr, c'est que on est dans un monde où les deux parties se comprennent. Dans un monde où les deux parties en conflit parlent la même langue. Le gros intérêt à dire dépêcher ou accommoder, c'est que les protestants ne comprennent pas nécessairement ce qui les attend. Si tu dis massacrer, eh bien, la victime va se débattre, va courir, va avoir peur. Le but d'un tueur, c'est l'efficacité. Eh bien, le langage ici va permettre d'accroître l'efficacité des tueurs, en ce sens que, eh bien, c'est un mot codé, accommodé, que seuls les tueurs comprennent et que les victimes, en tout cas pendant un petit moment, ne comprennent pas. Et dans ce petit moment d'incompréhension, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être accommodé. Eh bien, la victime se laisse mener à l'abattoir avec beaucoup plus de facilité. Donc, vous voyez ici comment j'ai étudié ce que les mots permettent de faire dans la guerre civile, ce que les mots font à la guerre civile, mais inversement, et je m'arrête là-dessus, inversement, vous voyez bien que la guerre civile fait quelque chose aux mots en retour. C'est-à-dire que, à force, le sens des mots change. Vous comprenez bien que le mot accommodé, en 1600, 40 ans après, ne veut plus dire la même chose qu'en 1560. C'est un mot qui devient connoté. Dépêcher ne veut plus dire la même chose. Et alors là, je vous ai donné 2 exemples, mais on a toute une série d'exemples, de codes qui sont employés par les uns et par les autres pour faire la violence, pour commettre des actes de violence, et qui font que, eh bien, le sens des mots, peu à peu, change. C'est Thucydide qui dit ça de la guerre à Corcyre, on changea jusqu'au sens usuel des mots. Une guerre civile, c'est quand même 2 parties en conflit qui parlent la même langue, qui vont sans cesse devoir employer des codes pour que l'ennemi ne comprenne pas ce que l'on dit à l'ami. Tout ceci, ça va tordre la langue, ça va la travailler, ça va faire naître des dialectes. Et une des tâches d'Henri IV notamment, des pacificateurs, ça sera de réussir à créer au début du XVIIe siècle un langage qui sera un langage pacifié avec des mots qui ne seront pas connotés mais qui viendront dire précisément ce qu'ils sont censés vouloir dire. Là, dans votre réponse, vous l'avez fait à 1 ou 2 reprises, et puis vous le faites aussi dans votre livre, vous n'hésitez pas à utiliser des références 20e siècle. Or, traditionnellement, en histoire, on enseigne aux étudiants de ne pas faire d'anachronisme. Quel est votre rapport là, à cet anachronisme, puisque vous projetez, vous avez pris l'exemple du nazisme, il y en a d'autres évidemment, mais c'est vrai qu'en vous lisant, là, on pense très souvent à la Seconde Guerre mondiale. Quand vous montrez comment l'espace domestique, la maison, n'est pas un lieu sûr et que l'on va se cacher, qu'on utilise les doubles fonds, etc. Donc évidemment, ça nous fait penser à tout cela. Comment vous pensez, pourquoi vous utilisez l'anachronisme aussi facilement? Alors oui, vous savez que pour les historiens, l'anachronisme, c'est le péché d'entre les péchés, le péché d'entre tous, irrémissible. Alors bien sûr, voilà, j'ai conscience que 1560, ce n'est pas 1940, ce n'est pas ni la Révolution française, ni le génocide des Tutsis du Rwanda, qu'il y a des contextes qui sont vraiment spécifiques, et il faut le redire, c'est les contextes, et les historiens tiennent beaucoup au contexte, ils sont singuliers, ils sont spécifiques. Ceci étant dit, je pense, et je suis pas le seul à penser, que l'histoire ne s'écrit qu'au présent. Et que si l'histoire se renouvelle, si l'histoire du XVIe siècle se renouvelle, ou l'histoire du XVIIIe siècle se renouvelle, c'est que on lui pose des questions venues du présent, venues du lieu et du temps dans lequel les historiens et les historiennes vivent et pensent, et qu'on retourne au XVIe siècle chargé de problèmes et de questions qui sont les nôtres. Pour moi, le passé en soi, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est une passion d'érudit ou d'antiquaire. Je dis ça au sens du XVIe siècle, pas. Voilà. Le passé, il est intéressant, en tout cas à mes yeux, parce que des hommes et des femmes, à un certain moment, ont été confrontés à des problèmes
qui peuvent être les nôtres. Ils ont trouvé des solutions qui peuvent nous éclairer. Ce livre sur la guerre civile, je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire et à le concevoir au lendemain des attentats du Bataclan. Qu'est-ce que c'est les attentats du Bataclan? Pour nous, c'est ce moment où la violence surgit au quotidien, surgit à la terrasse d'un café, surgit dans une salle de concert, venue des proches, de gens qui sont invisibles. Et avec ce traumatisme qui est le nôtre, je suis reparti vers le XVIe siècle en disant qu'est-ce que c'est voilà, que ces guerres de religion, eh bien, il y a une proximité avec l'épreuve terroriste. L'épreuve terroriste, voilà, c'est une violence qui vient du proche, qui est dissimulée, qui est invisible. Rien ne ressemble plus à un terroriste qu'un passant lambda 5 minutes avant son attentat. Vous voyez, ce genre de questions, de problèmes, de traumas même qu'on vit voilà, au quotidien. Eh bien, on retourne au XVIe siècle, ou on retourne dans son siècle d'appartenance et voilà, on pose des questions avec ça. Pour moi, il ne s'agit pas d'anachronisme, il s'agit vraiment de dire que le présent, les questions dans lesquelles les questions qu'on se pose, c'est ça qui nous pousse à poser des questions au passé. Le passé donne pas vraiment de leçons, mais en tout cas, il nous parle de sociétés qui ont été confrontées à des situations qui peuvent être les nôtres. Alors évidemment, moi quand j'écris sur des enfants qui se cachent sous le lit ou dans des placards pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, les images que j'ai en tête, c'est les images de la Shoah, c'est les images de Paris pendant l'occupation. Pas du tout pour dire que c'est la même chose, mais pour dire que l'imagination de l'historien, elle est toujours au travail et que quand il tombe sur ce genre d'archives, eh bien, voilà, il a des images en tête et les images qu'on a en tête, c'est les images du monde dans lequel on vit, dans lequel on est enraciné. Et pour moi, et j'arrête là-dessus même, finalement, c'est plus honnête d'en faire part à ses lecteurs que de les dissimuler sous le tapis comme on nous a appris à le faire durant nos études d'histoire, en disant « nous sommes des savants, nous étudions le XVIe siècle en dehors du corps dans lequel nous sommes et en dehors du temps dans lequel nous sommes, parce que nous avons un esprit qui flotte, qui est supérieur, qui flotte en l'air et qui pose des questions au passé sans aucunement être influencé, travaillé par le présent. Bon. Pour moi, c'est à peu près impossible, dans la mesure où les historiens et les historiennes, comme tous les êtres humains, ont un corps et vivent dans un temps et sont influencés par le temps dans lequel ils vivent, qui pose un certain nombre de questions. Par exemple, dans mon livre précédent, je m'intéresse beaucoup à la question des violences faites aux femmes dans le massacre, qui sont des questions très contemporaines. Et je pense que quelqu'un qui aurait écrit un livre sur le massacre de la Saint-Barthélemy il y a 20 ans ou il y a 30 ans, dans une société dans laquelle les violences faites aux femmes étaient en grande partie invisibilisées, n'aurait pas écrit le même livre. Et j'espère que dans 30 ans, un jeune historien ou une jeune historienne viendra dire que je suis passé complètement à côté du problème, car le vrai problème, c'est... je ne le sais pas encore. Oui. Voilà, je pense qu'il est finalement plus honnête de dire j'écris à partir du XXe siècle, plutôt du XXIe siècle, et le XXIe siècle a été traversé de tragédies. Ces tragédies, elles nous ont marqué, elles ont marqué notre imaginaire, elles ont marqué notre compréhension du monde, et on parle de ces tragédies, on est chargé de ces tragédies, on peut pas s'en débarrasser, elles sont là. Voilà, moi je les mets, je le dis, voilà, je dis que quand je travaille sur le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est ces images-là que j'ai en tête. Pour être honnête avec le lecteur, pour qu'il soit capable de faire la part de ce genre d'influence. Et puis quand même, c'est pas simplement l'imagination. Un des livres qui m'a le plus aidé à penser le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est le livre d'Hélène Dumas. Hélène Dumas, c'est une spécialiste du génocide des Tutsis du Rwanda. Et Hélène Dumas montre que ce génocide a été commis en grande partie par des voisins. C'est-à-dire que qui sait que de l'autre côté de la montagne habite un Tutsi? Ben, le voisin. Et elle conceptualise l'idée d'un massacre de proximité. Et en lisant ça, je me dis mais ça me fait vraiment penser à la Saint-Barthélemy. Qui, au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, est capable de dire que telle personne est protestante, telle personne est catholique dans un monde de surcroît où il n'y a pas de fichier numérisé, il n'y a pas de fiche d'identité, il n'y a pas de numéro de rue, il n'y a pas de registre d'état civil. Qui a cette information sur l'identité religieuse des uns et des autres? Eh bien, les voisins.
Vous voyez ici que voilà, les lectures qu'on fait, notamment en sociologie de la violence ou en histoire de la violence du XXe siècle, peuvent tout à fait nourrir des problématiques qui s'intéressent à la France du XVIe siècle. Alors merci pour toutes ces réponses. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de l'entretien, c'est-à-dire l'entretien avec vos auditrices et vos auditeurs qui sont venus vous écouter ce soir. Alors on a 2 micros disponibles, donc la parole est à la salle. Si vous voulez bien lever la main, voilà, bien haut pour qu'on vous voit et qu'on puisse vous amener le micro. Bon, on a bien compris qu'on parlait de guerre civile, où le voisin devient un tueur, où les couples explosent. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que ça bascule ? Parce que les voisins n'ont pas découvert tout d'un coup que le voisin était protestant. Dans les couples, on savait que l'autre était protestant catholique. Et c'est là que ma question, c'est sûrement, qu'est-ce qui fait que c'est la grande histoire qui provoque, qui est en réponse avec la petite histoire ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on ne supporte plus et qu'on se fait dans le processus qu'on devient tueur ? Jusqu'ici, on était un voisin. Et comment ça se passe justement cet aller-retour entre la grande et petite histoire à ce niveau-là ? Merci beaucoup pour cette question et vous avez tout à fait raison, c'est une question importante. C'est la question qui traverse tout mon livre précédent, et d'essayer de tenir les deux choses, c'est-à-dire à la fois, ça fait très longtemps qu'on sait que le voisin est protestant et jusqu'à présent on l'a toujours supporté. On l'aimait pas. Mais et ni sa femme hérétique, ou son mari ou son fils hérétique, ça fait des années qu'on sait ça. Et puis, soudain, il y a un point de bascule. Et pour moi, c'est très important d'essayer de tenir les deux. La thèse de mon livre, c'est que le massacre de la Saint-Barthélemy est un massacre qui a été préparé sans être prémédité. Il faut essayer de tenir les deux, et c'est très difficile à tenir. Personne ne savait qu'il y aurait un massacre cette nuit-là. Personne n'avait décidé que cette nuit-là, il y aurait un massacre. En revanche, les hommes, notamment les miliciens, ça faisait des années qu'ils se préparaient par toute une série de petites persécutions. Donc pour vous répondre avec précision, qu'est-ce qui fait le point de bascule ? Et c'est vraiment le mot point de bascule. 95% des gestes du massacre étaient déjà là. C'est-à-dire, les tueurs avaient déjà commis 95% des gestes qu'ils commettront ce soir-là. Quels sont les gestes nécessaires à un grand massacre ? Savoir reconnaître le visage des protestants, savoir où ils habitent, être capable de les interpeller, les jeter en prison. Les miliciens de Paris, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent à reconnaître tel hérétique, le jeter en prison. La seule différence, qui est une différence énorme, qu'on peut appeler point de bascule précisément, c'est qu'au lieu de les laisser croupir en prison, ce qu'ils avaient toujours fait par le passé, ils les assassinent en prison. Donc la grande question, donc ici vous voyez bien qu'on a une préparation, ils étaient prêts, la grande question c'est le point de bascule, et le point de bascule pour vous répondre, c'est que ces hommes, en tout cas lors du massacre de la Saint-Barthélemy, croient qu'ils ont le feu vert du roi. C'est-à-dire que là il y a quand même une grosse différence, c'est qu'ils ont vu sortir du Louvre des soldats royaux menés par le duc de Guise, entre autres, aller chez Coligny, jeter Coligny par la fenêtre, lui couper la tête et les masculer. Et puis après, le roi dit, je veux surtout pas qu'on fasse ça, qu'on fasse la même chose à Paris. Bon, voilà. Ces hommes, les miliciens qui attendent le feu vert depuis des années, qui n'y croient plus, qui rongent leurs freins, à qui on dit, oh oui, vous avez le droit de persécuter les protestants, mais il faut juste les laisser en prison. Eh bien, tout ce qu'ils ont appris à faire par le passé, c'est 95% qu'ils savaient déjà faire, ils ont juste changé un petit 5% en plus, et ils ont assassiné les protestants dans les prisons. Donc, le point de bascule, c'est la conviction, en partie fausse, mais la conviction que le roi est d'accord. Vous parlez des cachettes sous le lit, par exemple, etc. Mais est-ce que dans une société où la mobilité n'est pas la même, est-ce qu'on peut partir dans une place forte, dans un village ? Est-ce qu'on part une fois qu'on est repéré ? Ou au final, est-ce qu'on ne bouge pas et on se fait assassiner ? Merci beaucoup pour cette question qui est très importante pour comprendre les enjeux, notamment du massacre de la Saint-Barthélemy. Mais alors il y a plusieurs éléments de réponse. Il est plus ou moins facile de bouger en fonction de votre condition sociale et plus particulièrement en fonction de votre genre. C'est-à-dire qu'au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, ce dont on s'aperçoit, c'est que les hommes réussissent à partir. Pas tous les hommes, il y a comme beaucoup d'hommes victimes, mais les hommes partent plus facilement et les femmes partent moins facilement. Pourquoi elles partent moins facilement ? Mais parce qu'elles ont les enfants.
Et que essayer de fuir Paris avec des enfants, un enfant ça pleure la nuit, hein, surtout en ce contexte qu'on veut bien comprendre un petit peu stressant, c'est pas discret, et donc les femmes décident de rester parce que embarquer des enfants pour fuir, c'est compliqué. Donc vous voyez, en fonction de votre statut social, en fonction de votre genre, vous avez plus ou moins d'aisance à partir. L'autre élément de réponse, c'est que le vrai danger, il est dans les 100 mètres autour de chez vous. Si vous réussissez à franchir ce périmètre, c'est-à-dire ce périmètre, c'est le périmètre où les gens vous reconnaissent. Et vous êtes quasiment sauvé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez franchi ça, il n'y a plus rien à Paris, ni à Lyon, ni à Montpellier, il n'y a plus rien marqué sur votre visage qui dit que vous êtes protestant. La vraie difficulté, c'est pour ça que souvent on se déguise, hein, ils vont mettre des perruques, ils vont mettre des fausses moustaches, c'est franchir ce moment-là. Donc on a quelques exemples de protestants qui ont réussi à se déguiser et à sortir sur 100 mètres, 200 mètres. Une fois que vous êtes, ou même j'ai des exemples de protestants qui n'ont pas été inquiétés parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas dans leur quartier. Si vous n'êtes pas dans votre quartier, le curé ne sait pas que vous êtes protestant, le voisin ne sait pas que vous êtes protestant. Là, vous avez toutes les chances. On a même quelques exemples assez tragiques de protestants qui, pour survivre, vont se mettre dans les rangs des massacreurs. C'est pas du tout majoritaire, hein, c'est arrivé. Il y a quelques témoignages là-dessus. Donc, vous voyez, on peut fuir les aristocrates, les riches peuvent fuir plus facilement parce qu'ils ont les moyens. Il faut savoir que fuir, ça coûte de l'argent. Si vous voulez que quelqu'un vous aide, notamment qu'un catholique vous aide quand vous êtes protestant, faut avoir de l'argent, faut avoir un bon cheval. Paradoxalement, ce qui va coûter très cher aux aristocrates, c'est des mauvais habits. C'est-à-dire que vous êtes aristocrate à Paris, donc vous êtes super visible. Bien, il y a des gens qui vont en profiter. Vous devez acheter un habit de paysan, ou un habit de chambrière, ou un habit de valet. Mais quand vous êtes un grand aristocrate à Paris en 1572, que vous connaissez personne, trouver un vêtement de valet, c'est pas si facile. Donc à la fois avoir beaucoup d'argent, ça facilite la fuite. D'un autre côté, avoir beaucoup d'argent, ça vous désigne à la foule qui vous repère assez facilement. Voilà. Je pourrais répondre longtemps. Merci pour cette question. Oui, juste une question rapide pour pousser l'anachronisme. Est-ce que vous avez croisé des justes ? Est-ce que survivre, c'est aussi rencontrer le voisin qui va, lui, vous ouvrir la porte au lieu de la fermer ? Oui, la question très importante, et précisément, comme je n'ai pas peur de l'anachronisme, j'ai précisément utilisé le terme de juste, qui est complètement anachronique. Oui, et quand on est un spécialiste du massacre comme moi, et qui passe mes journées à travailler sur des actes épouvantables, ça fait du bien. Très rarement, il n'y en a pas beaucoup, je ne peux pas vous dire que la majorité des Français se sont comportés justement, mais parfois dans les archives, j'ai trouvé, notamment, je peux vous donner un cas à Lyon, c'est les voisins d'un orfèvre, j'ai trouvé ça dans les archives, qui vont chez le notaire, en plein cœur du massacre de la Saint-Barthélemy à Lyon, le 31 août 1572, ils vont chez le notaire et ils jurent devant le notaire que leur voisin est un bon catholique. Et le notaire fait un certificat officiel. Je sous-signé notaire et vu des voisins qui m'ont juré que telle personne était catholique, et ça lui sauve la vie. Ici, vous avez un exemple de faux document qui va permettre à un homme de sauver sa vie. Dans d'autres cas, qui sont assez nombreux, j'aimerais bien citer son nom, mais il me revient pas, malheureusement, je devrais le citer. À Paris, on a un catholique, tout à fait catholique, qui cache chez lui une cinquantaine de protestants. Et puis on a toutes les gradations de la bonté humaine jusqu'à la cupidité humaine, mais qui sauve quand même, et c'est très intéressant de voir les zones grises. Primo Levi parlait de cette zone grise entre le bourreau et sa victime. Qu'est-ce que c'est là, ici la zone grise ? Eh bien, on a beaucoup de catholiques qui vont sauver des protestants contre argent. Alors qu'en dire, d'un côté ils les sauvent, ils prennent des risques, voilà, et puis de l'autre ils leur dérobent de l'argent. On a un enfant qui se fait voler toutes ses bagues par un modeste homme, mais ce modeste homme le cache quand même. On a un petit peu tout. On a des servantes qui cachent des enfants
qui les sauve à condition qu'ils récitent l'Ave Maria et qu'ils se convertissent. Voilà. On a ceux qui sauvent gratuitement, voilà, qui sont les justes, les vrais, et puis on a ceux qui sauvent même ceux qui ont sauvé le plus de protestants. C'est assez dur à croire. C'est les Guises. Et les Guises, c'était les pires massacreurs de Paris. Mais paradoxalement, dans leur hôtel particulier, ils ont sauvé plein de protestants aussi. Très difficile à analyser. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce que c'est pour dire si le massacre tournait mal que j'ai quand même sauvé des protestants, regardez, ou par solidarité de classe, car vous imaginez bien qu'ils ne sauvent pas des protestants lambda. Voilà, c'est ce que Primo Levi disait. Le bourreau est rarement d'un seul bloc. En fait, vous avez répondu à une partie, disons, à un volet de ma question, parce que j'allais vous demander, est-ce que se convertir à l'époque comme étant protestant ou catholique, dépendamment du quartier ou de la ville dans laquelle on vivait, est-ce que c'était un avantage? Puis l'autre volet, c'est que, alors, je comprends que ce serait très, très malheureux pour quelqu'un d'être protestant à l'époque, mais est-ce que si on était est-ce que les protestants avaient une quelconque alors quelque chose qui allait pour eux? Disons, je peux pas vraiment penser disons que à quoi cela se ressemblerait, mais est-ce que c'était tout à fait négatif? Disons, si on était protestant, ça signifiait la mort, quoi. Merci pour ces questions. Alors, la conversion au lendemain des massacres, ça sauve, bien sûr, et les conversions sont massives. Ce qui montre ici que, vous voyez, on reproche aux protestants, principalement, pas toujours, mais ce qu'ils font, pas ce qu'ils sont. C'est pour ça que la conversion sauve. C'est-à-dire que vous n'êtes pas définitivement condamné comme protestant si vous changez de religion. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir fait des mauvaises choses. Donc, si vous vous convertissez, donc massivement, la conversion sauve. On a ceci étant, cependant, les protestants les plus en vue, ceux qui étaient vraiment les militants, la conversion ne sauve pas. C'est pas suffisant. Donc, on a ce cas-là. Et pour vous répondre sur le deuxième volet de votre question, qu'est-ce que les protestants ont de positif pour eux? Dieu. C'est-à-dire que on est dans des sociétés qui sont des sociétés de croyants, des sociétés dont l'obsession, la hantise, c'est comme le paradis. C'est ça qui travaille tous ces hommes. C'est comment être sauvé. C'est pour ça qu'on devient protestant ou qu'on reste catholique, c'est autour de cette question. Donc si vous basculez dans le protestantisme, c'est parce que vous êtes convaincu que c'est la façon d'être sauvé, que vous êtes du côté des élus. Donc c'est difficile d'expliquer ça dans les sociétés sécularisées, bien sûr, mais ce que vous gagnez à être protestant, c'est Dieu. C'est pas rien, Dieu. Alors bon, ça c'est la réponse. Voilà. Les protestants sont convaincus qu'ils sont élus, qu'ils sont prédestinés, que Dieu les a choisis. Ceux qui survivent encore plus, ceux qui survivent souvent au massacre disent « si j'ai survécu, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que je suis élu de Dieu, Dieu m'a aidé ». Il y a un pasteur qui est aveugle et la légende raconte que tous les jours une poule est venue pondre un œuf dans sa main. Il fuit par le toit, il tombe dans le grenier, il est aveugle, il est à la merci de tout le monde, il va mourir de faim, sauf qu'il y a une poule qui vient pondre un œuf dans sa main. Vous avez bien compris qu'ici, que la poule, c'est Dieu, c'est la providence. Et puis, il y a quand même beaucoup d'endroits, évidemment, là, on a beaucoup parlé de Paris et des villes où il y a eu des massacres, qui sont des villes à domination catholique, mais il y a beaucoup de villes à domination protestante, dans laquelle, voilà, être protestant, vous avez plein de choses à gagner, des avantages économiques, des avantages de voisinage. Voilà, il y a beaucoup d'endroits, La Rochelle, ou Montauban, Montpellier, pendant un certain temps, ça a duré au moins jusqu'en 1570 à Montpellier. Il valait mieux être protestant à Montpellier en 1562. Voilà. Une question devant. Alors, merci pour votre présentation. Quand on parle de guerre, il y a au moins deux camps qui s'affrontent et il y a des tirs qui partent d'un côté et qui vont
sur l'autre. Donc il y a des gens d'un camp qui tuent les gens de l'autre camp. Et réciproquement. Dans le cas d'un génocide, c'est différent. Il y a des gens qui tuent d'autres gens pour ce qu'ils sont, mais qui, en général, se défendent pas. Les Juifs, ils se sont pas beaucoup défendus pendant le nazisme, ils ont été génocidés. Bon, il y a d'autres génocides, les Tutsis et les Hutus, etc., sans parler de la Palestine actuellement. Est-ce que pendant les guerres de religion, ou puisque vous les appelez ainsi, cette guerre civile, il y a eu des actes de violence des protestants envers les catholiques? Ça, c'est une première question. Et deuxième question, vous avez dit très justement que pour tuer plus facilement les gens, il faut les animaliser, mais aussi il faut faire courir tout un tas de légendes et de calomnies sur leur compte. Bon, le protocole des sages de Sion, par exemple, pour les Juifs, est-ce que ça a été le cas aussi pendant les guerres de religion en France? Oui, merci pour cette question. Alors bien sûr, on a des tas de légendes sur les protestants courts qui les empoisonnent les puits. La plupart des légendes disent qu'ils sont des sorciers, des empoisonneurs, et puis surtout des hérétiques. Ils sont des êtres du diable. Donc là, c'est très efficace pour leur mise à mort. Et je suis en train de chercher la première partie de votre question qui était importante. Ah oui, voilà, là, les protestants se défendent-ils? Enfin, plutôt, commettent-ils des violences? Très vaste question. Alors, bien sûr, il y a des armées protestantes qui sont en partie financées par l'Angleterre d'Élisabeth ou par les princes allemands. Donc, les guerres de religion à proprement parler, on en compte 8, ce sont des armées protestantes composées de soldats mercenaires, souvent protestants, contre des soldats catholiques. Donc, il y a ici une forme de violence guerrière, militaire, protestante. Si la question est, est-ce qu'il existe des violences du type massacre commises par les protestants sur les catholiques? La réponse est non. Voilà. La réponse est non, pour différentes raisons. La première raison, c'est des raisons démographiques. C'est-à-dire qu'ils sont une minorité, ils sont pas, les rapports de force font que les protestants ne commettent pas de violence, même si on connaît une exception. La réponse plus profonde, elle me semble d'ordre religieux. C'est Denis Crouzet qui l'a très bien montré. C'est que si les catholiques massacrent les protestants, c'est pour des raisons d'angoisse religieuse. C'est-à-dire qu'ils ont une angoisse religieuse très forte. Comment être sauvé? Une anxiété eschatologique. Qu'est-ce qu'il m'arrivera le jour du jugement dernier? Et que cette angoisse pousse à tuer, parce que tuer un hérétique, c'est gagner le paradis. Okay, donc on a ici une vision théologique. Faire, et les curés les y incitent tout à fait. Pour les protestants, la théologie est très différente. Pour les protestants, que faire pour être sauvé? Rien. C'est Dieu qui sauve. Ça s'appelle la prédestination. On n'est pas dans une théologie du faire. On est dans une théologie de la grâce, de la foi. Il faut avoir la foi et vous être sauvé. Tuer des catholiques ne vous aidera pas à être sauvé. Donc vous voyez qu'il y a des raisons ici religieuses, proprement religieuse, qui explique qu'il n'y a pas de violence du type Saint-Barthélemy commise par les protestants, quand bien même les rapports de force leur permettraient. Alors une seule exception, il faut quand même le dire, même si c'est très singulier, c'est à Nîmes, la Michelade de Nîmes en 1567. On a, alors les chiffres sont incertains, mais 80 catholiques, pour beaucoup des curés, qui sont massacrés par des protestants de la ville. Bonsoir. Bonsoir. Donc j'imagine que vous êtes appuyé sur une grande diversité de sources. Est-ce que vous avez eu la possibilité de vous appuyer sur des sources qui relèvent du privé, comme les journaux intimes, les correspondances privées, etc. Ou est-ce que, au vu du contexte, ce genre de sources ont été brûlées ou détruites, quelque chose comme ça?
Merci pour cette question. Effectivement, la question des sources, elle est importante. J'aurais aimé. Alors, les journaux intimes, on est un petit peu trop tôt dans le temps pour en avoir. La pratique, c'est pas encore généralisé. Elle va commencer à naître au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Donc ça, on n'a pas. C'est pas que les sources ont disparu. Hein, c'est que cette pratique n'existe pas. Il faut imaginer qu'on est dans une société où on considère que 10% seulement des Françaises et des Français, surtout des Français en réalité, savent lire. Ils savent lire et écrire. Alors, on n'a pas du tout ce genre de sources, des correspondances, on pourrait en avoir, mais c'est pas du tout des correspondances privées, hein, c'est des correspondances militaires ou diplomatiques entre les villes. Ce qu'on a beaucoup, en revanche, c'est des chroniques, hein, ou des livres de raison. Ça, c'est intéressant. Le livre de raison, c'est ce qui se rapprocherait le plus de ce que on appelle un journal intime, même si on en est très très loin. Dans les livres de raison, des familles souvent très simples, hein, des familles de meuniers, vont d'abord, un livre de raison, ça sert à tenir les comptes. J'ai dépensé telle somme. Et progressivement, on voit avec les guerres de religion surgir dans ce genre de documents des annotations relatives au contexte. Et il y a eu une guerre chez moi et mon fils est parti au combat, voilà. Donc là, ça m'a beaucoup servi effectivement parce que c'est des sources qu'on dit du fort privé, hein, donc vous voyez, ça se rapproche de ce que vous pointez. Et Montaigne dit quelque chose de très beau. Il dit quand écrivîmes-nous tant que depuis que nous sommes en trouble. C'est-à-dire qu'ici, il pointe le fait que les Français ont eu conscience qu'ils vivaient des temps extraordinaires et ils se sont mis à écrire dessus. Alors, jamais on touche, hein, je rêverais d'avoir les sources des contemporanéistes sur le sujet. Hein. Jamais on a le journal d'Anne Frank des guerres de religion, ça n'existe pas. Voilà, on n'a pas ce genre de détails, pas parce que ça a disparu, parce que ça n'existait pas, mais voilà, on a des façons de contourner. Oui, merci à notre conférencier. Il nous a donné des petits détails très intéressants sur ce qu'il appelle la terre à terre ou ras des pâquerettes. Mais par contre, au même titre qu'on dit souvent que la guerre des Camisards, la guerre des Cévennes a démarré par l'assassinat du curé ou du prêtre de Pont-de-Montvert. Autrement dit, c'est le peuple qui a déterminé le démarrage de quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement fort. À Paris, vous avez dit, à Paris ou dans toute la France par rapport à la nuit terrible protestant-catholique, que c'était la défenestration d'un homme, etc. Ma question est la suivante, c'est savoir, au même titre qu'aujourd'hui, on n'a jamais, il me semble, autant instrumentalisé la religion pour des raisons géopolitiques. Est-ce qu'à votre avis, l'histoire la guerre des religions, on peut lui laisser cette dimension uniquement le peuple qui, pour un événement très ponctuel, va commencer à basculer, vous avez dit ce point de bascule, ou est-ce que réellement on peut considérer qu'il y a toujours des raisons géopolitiques? Vous avez cité à l'époque l'Angleterre, qui était quand même aussi prête, les Camisards pensaient qu'ils allaient être aidés par l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc. Est-ce qu'aussi, dans ces différentes guerres à laquelle vous avez fait allusion, on peut considérer que il y a derrière aussi une sorte de récupération, de manipulation aussi de ces conflits qui ont occupé chacune des gens particulièrement imprégnés par la religion? Merci beaucoup pour cette question qui est importante. Alors, premier élément de réponse, à Paris, hein, c'est pas le peuple qui fait le massacre. Hein, c'est vraiment, pour moi, c'est la bourgeoisie et la milice. Hein, le peuple est, à mes yeux, largement extérieur au massacre. Mais je vais vous répondre sur la question de la manipulation, car elle est très, en tout cas, de la géopolitique, car elle est très importante. Dans mon livre, j'en parle pas du tout parce que voilà, j'ai choisi de focaliser, de mettre ma caméra vraiment au ras du sol. Mais bien sûr, les historiens ont travaillé à peindre un contexte beaucoup plus large. Et vous avez raison de dire qu'il est important pour comprendre le tableau. On a d'un côté une Angleterre anglicane, hein, avec Élisabeth, qui est importante. On a du côté de l'Empire des princes qui sont divisés entre le catholicisme et le protestantisme. Mais celui qui compte véritablement pour le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est le roi d'Espagne. C'est le roi Philippe II. Là, je vais vous donner quelques éléments de géopolitique parce qu'ils ont été très longtemps mis en avant dans l'explication du massacre de la Saint-Barthélemy. Au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, donc en 1572, il y a une guerre très importante qui se joue aux Pays-Bas.
c'est la révolte des gueux. Vous savez que les Pays-Bas sont espagnols. Les Pays-Bas appartiennent au roi d'Espagne, souverain le plus puissant du monde. Les protestants des Pays-Bas, depuis 1566, sont en révolte contre Philippe II, souverain extrêmement catholique. Il y a quelqu'un qui, depuis plusieurs années, essaie de convaincre le roi de France, Charles IX, d'aller au secours des gueux, de lever une armée pour aller secourir les protestants contre le roi Philippe II. Ce quelqu'un, c'est l'amiral Gaspard de Coligny. Okay. L'amiral Gaspard de Coligny, première victime de la Saint-Barthélemy, c'est la bête noire de Philippe II. Il essaie de convaincre le roi de France d'aller aider les protestants. Et Charles IX n'est pas complètement insensible à ceci, non pas que Charles IX soit protestant, mais aller nuire à un ennemi politique, c'est de bonne guerre. C'est un souverain qui est jeune, qui est en manque de gloire. Son petit frère, le futur Henri III, lui, a déjà remporté des batailles. Charles IX n'en a jamais remporté, donc il commence à... Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que beaucoup d'historiens ont essayé de montrer que derrière l'attentat de Coligny, on a Philippe II, on a l'Espagne. Derrière la mise à mort de Coligny, qui va déclencher progressivement le massacre de la Saint-Barthélemy, l'élément déclencheur, il a été commandité par l'Espagne. Et on sait que Philippe II arrose d'argent les catholiques de Paris. On sait qu'il se réjouit du massacre et que le massacre lui profite, car du coup, il n'y aura pas, les Français vont replonger dans la guerre civile, et que les Français replongent dans la guerre civile, ça arrange tout à fait le roi d'Espagne. Voilà. Donc, et puis, on a aussi le pape, qui a frappé des médailles pour célébrer le massacre de la Saint-Barthélemy, qui est tout à fait intéressé par cette affaire. Ce qu'on n'a jamais réussi à montrer véritablement, c'est comment, mais sans doute on n'y arrivera jamais, comment on passe des intérêts géopolitiques de Philippe II, qui sont très clairs. Il a tout intérêt à commanditer le massacre. Véritablement, il est l'instigateur du massacre, et là, pour moi, c'est là que ça marche plus. C'est-à-dire que il y a vraiment un saut entre les intérêts de Philippe II et comment ça se passe au ras du sol. En fait, ma question, elle est en dehors du contexte de ces religions et ce contexte historique. Je suis désolée, je m'adresse à un historien, mais moi, ce qui m'afflige, c'est que je vois qu'au fil des siècles, c'est quelque chose ces mouvements d'intolérance et d'ensauvagement de la société se répètent. Alors, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un antidote? Parce que, bon, sans parler bien sûr de naïveté, mais comment voyez l'humanité, vous, de ce point de vue historien et vivant au XXIe siècle? Est-ce que ça vous afflige pas un peu, quoi? Comment ne pas être affligé? Vous avez raison, mais je pense que j'ai pas grand-chose à dire sur le monde contemporain. C'est-à-dire que ce que font les historiens, ce que j'essaie de faire moi, c'est de mettre à disposition des lecteurs des exemples historiques qui tendent à dire, voyez ce qui se passe quand le niveau d'intolérance dans une société, quand le niveau de haine dans une société, voilà, voyez ce qui se passe quand on tolère des petites persécutions quotidiennes. Voilà. Après, aller au-delà, les historiens sont des très mauvais prophètes. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça en 1572 que ça va se passer comme ça à l'avenir. Moi, en tout cas, oui, j'ai une forme de pessimisme dans ce sens que je vois sans cesse renaître cette haine des petites différences, ce narcissisme des petites différences, comme disait Freud. Ce qui me frappe avec la question du protestantisme, c'est que cette haine qui surgit, on la voit ressurgir dans l'histoire et qu'il n'y a pas d'antidote. Voilà. Donc ma réponse, elle est triste. Si les historiens avaient des antidotes, ils deviendraient président de la République et ça marcherait, mais non. Voilà, tout ce qu'on peut faire, c'est voilà. Et c'est aussi pour ça que je rebondis sur cette question de l'anachronisme, c'est que vous avez raison, les questions que vous soulevez, moi, elles me hantent. Elles me travaillent, elles m'habitent, et c'est pour ça que je reviens au XVIe siècle. Il y a une forme finalement plus confortable de travailler sur des violences qui sont éloignées. Mais il me semble que l'historien ici, sans donner des leçons, parce qu'on n'a aucune leçon à donner, a un rôle de vigie, en disant
voyez comment ça s'est passé. Voyez comment, en 10 ans de persécution, entre 1562 et 1572, à Paris ou à Lyon, on commence par des toutes petites moqueries, hein, et puis on commence à mettre les gens à part, on se moque de leurs prénoms. Hein, vous savez, les protestants avaient des prénoms différents des catholiques, on commence à se moquer de leurs prénoms, à leur interdire un certain nombre de choses, et puis ces micro-persécutions, en réalité, alimentent des savoir-faire qui seront ceux des tueurs 12 ans plus tard. Voilà ce que je peux travailler à dire. Le monde dans lequel nous vivons, plus encore depuis le mois de janvier dernier, me terrifie. Bonsoir, merci. Peut-être pour une question avec une pointe d'optimisme. Après 40 ans de guerre civile, 8 guerres, vous l'avez dit, comment réconcilie-t-on un royaume de France devenu paranoïaque ? Et oui, merci. Voilà, c'est ça que je cherchais comme point de bascule vers un peu plus d'optimisme. Alors, malheureusement, à mon avis, je suis pas sûr que ce soit une leçon d'optimisme. Comment est-ce que les Français sont sortis de ça ? Alors, on en entend dit, c'est Henri IV. Vous savez, en France, on adore Henri IV. Parce que c'est un homme, c'est le bon roi Henri, et voilà, et l'image d'Henri IV, c'est vraiment le génie qui arrive et qui résout le conflit, qui accorde l'édit de Nantes aux Français. Hein. Donc c'est le génie d'Henri IV. Au passage, hein, l'édit de Nantes d'Henri IV, c'est une copie des édits de pacification de Catherine de Médicis 40 ans auparavant. Donc il a pas vraiment inventé quoi que ce soit. Alors pourquoi est-ce que ça marche alors que 40 ans avant ça marchait pas? Eh bien, pour moi, la raison, c'est la fatigue. C'est une raison très très bête, mais on voit surgir à partir des années 1595-1596 de plus en plus de témoignages de Françaises et de Français qui sont épuisés des guerres civiles. Donc la leçon, elle est assez tragique, c'est que qu'est-ce qui permet de sortir d'une guerre civile? La fatigue de la guerre civile, c'est la conscience que ça fait 40 ans qu'on se bat, la ligne de front, c'est dramatique, mais les lignes de front en 1595, c'est exactement les mêmes lignes de front qu'en 1562, c'est-à-dire que les Français commencent à se rendre compte qu'ils se battent depuis 40 ans et ils ont gagné une colline. Et ils ont perdu des milliers de frères et de sœurs. Donc on arrive, et c'est pour moi si Henri IV réussit là où les autres avaient échoué, c'est qu'il arrive à un moment d'épuisement total de la société. C'est-à-dire que les Français ont brûlé toutes leurs ressources, à la fois matérielles. Il faut bien voir que si on continue la guerre, c'est la société qui va mourir. Ce qu'on voit surgir dans les campagnes, c'est quelque chose de très intéressant, ça s'appelle les trêves de labourage. C'est-à-dire que des paysans commencent à dire si on continue à faire la guerre, c'est toute la communauté qui va mourir parce qu'il nous faut du temps pour l'agriculture, il nous faut du temps, hein, peu importe la politique, peu importe la religion. Si on ne sème pas, si on ne laboure pas, si on ne récolte pas, on va tous mourir. Et on voit dans les campagnes de plus en plus fleurir ces documents juridiques où des paysans arrêtent la guerre parce que ils sont épuisés. Donc pour moi, on sortira des guerres civiles quand on sera au point d'épuisement total des richesses, des hommes et des femmes qui sont engagés dans ces conflits. En tout cas, je ne sais pas si ça sera le cas à l'avenir, mais je sais que c'était le cas à l'issue des guerres de religion, l'épuisement des richesses et l'épuisement psychique des combattants. Et donc il ne nous reste plus qu'à remercier chaleureusement. Merci à tous. Jérémy Foire.